Je m'appelle Elena Morales, et je n'étais pas censée être là-haut. Pas dans cette salle, pas sous ces lumières, pas sur cette scène avec tous les regards braqués en avant. J'avais passé 13 ans à être mise de côté, ignorée, discrètement fiable dans toutes ces manières qui ne font jamais imprimer votre nom dans un programme. La cérémonie se tenait dans l'auditorium de la base de Fort Carson. Les chaises pliantes étaient remplies de bottes cirées, d'uniformes bleu marine amidonnés, de familles nerveuses avec des tout petits remuants, et de galons si brillants qu'ils accrochèrent la lumière comme un miroir. Je m'étais assise 5 rangs en arrière, les paumes posées sur mes cuisses, le cœur battant d'un rythme régulier mais fort. Sur scène, mon père se tenait derrière le podium, Colonel Richard Morales. Il avait ce genre de présence qui faisait redresser les dos, simplement en étant dans la pièce. Son uniforme était impeccable, les rubans alignés avec une menace discrète, sa voix habituellement calme, nette et absolue. Mais ce jour-là, quand il prit le dossier en cuir de l'officier de cérémonie, quelque chose changea. Sa main hésita, seulement une seconde. Mais je le vis. Le papier à l'intérieur avait du poids, pas seulement à cause du sceau officiel, mais à cause de ce qu'il disait et de qui il concernait. Il ouvrit le dossier lentement, et alors je le vis, son sourcil tressaillit, ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il essayait de parler et ne trouvait pas le début. Il y eut une pause, juste assez longue pour que le silence s'étire. Puis il prononça mon nom. Les mots tombèrent de sa bouche comme des pierres. Capitaine Elena Morales. On entendit le raclement d'une patte de chaise contre le sol quand quelqu'un bougea. J'entendis mon propre souffle se couper. Je vis la mâchoire de mon père se crisper, les muscles de son visage travailler à plein régime pour empêcher tout de se fissurer. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la fierté. C'était un choc, une incrédulité que les ordres soient passés, que cette fille, celle qu'il avait toujours appelée fiable, mais jamais spéciale, se retrouve maintenant au centre des projecteurs. Je ne bougeais pas tout de suite, je restais assise là, à le fixer. Il me fixait en retour, comme s'il avait besoin de cligner des yeux pour me faire disparaître. La salle ne jubila pas. Pas encore. Ils attendaient tout le monde. C'était le moment que j'avais imaginé 100 façons différentes, et aucune n'était comme celle-ci. Pas de musique qui enflait, pas de sourire triomphant, juste une pause dans l'air, et la voix de mon père s'accrochant à une vérité qu'il ne pouvait arrêter. Il s'éclaircit la gorge et baissa à nouveau les yeux, mais il était trop tard. Le nom était déjà sorti de sa bouche. Mon nom? Et le silence qui suivit était plus fort que n'importe quels applaudissements. J'ai rejoint l'armée à 19 ans. Personne dans ma famille n'a organisé de fête ni accroché une bannière. Mon père m'a serré la main, comme si je m'enrôlais dans une entreprise, et non pas que je perpétuais son héritage. J'ai été envoyée à Fort Jackson, puis à Fort Hood, et plus tard, dans des endroits qui ne faisaient pas toujours les gros titres. Mon premier déploiement était à Kandahar. Les nuits étaient longues. La chaleur collait à la peau comme de la colle. Et le silence après un appel radio pouvait durer une vie. J'ai appris à travailler sans avoir besoin d'éloges. Je maintenais les listes impeccables. Je gérais les inspections avec rigueur. Et je veillais à ce que mes hommes soient en ordre. Il n'y avait pas de rapport disciplinaire avec mon nom. Pas de drame. Juste des bottes au sol, jour après jour, à faire le boulot. À la maison, l'histoire était différente. Mon père s'était remarié au moment où je suis revenue d'Afghanistan. Je l'ai appris par une carte de vœux des fêtes avec une photo de lui, de sa nouvelle femme Dana, et d'un garçon en veste de lycéen debout entre eux. Il s'appelait Ryan. Ryan était encore au lycée quand j'ai fait ma deuxième rotation, mais on aurait dit qu'il avait un grade supérieur au mien, à en juger par la façon dont mon père parlait de lui. Ce garçon va aller loin. Un leadership naturel, a aiguisé. C'était moi qui appelais les évacuations médicales et qui traînait des fournitures à travers des pannes de courant. Mais c'était Ryan qui était encadré sur le manteau de la cheminée. Quand je suis venue pour Thanksgiving, papa m'a demandé si je pouvais prendre une photo de la famille avant le dîner. Je me suis tenue derrière l'appareil, à regarder Ryan se glisser à l'endroit où je me tenais autrefois. Dana souriait et lissait sa chemise. De la même façon que ma mère le faisait pour moi, j'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, avec mes bottes près de la porte et mon uniforme encore plié du voyage. J'entendais leur rire dans le salon en bas. Mon nom n'a jamais été mentionné. Au travail, j'étais fiable. J'entraînais des soldats plus jeunes. Je gérais des opérations de terrain sans me plaindre. Et je restais tard quand personne d'autre ne le faisait.
Mon commandant, une fois, m'a dit que j'étais le genre d'officier qui faisait tourner la machine. Mais personne n'épinglait une médaille pour ça. Parfois, je me demandais si mon dossier aurait l'air différent si j'avais un autre nom de famille, si j'avais souri plus, parlé plus fort, ou laissé quelqu'un d'autre prendre les décisions difficiles. Au lieu de ça, je faisais ce que je savais faire, je me présentais, je tenais la ligne. Et pourtant, je disparaissais dans toutes les photos de groupe. Ils ne m'ont jamais réprimandé pour une erreur, mais ils n'ont jamais entouré mon nom lors d'une réunion non plus. Mes évaluations revenaient comme à l'horloge, toujours estampillées des mêmes louanges, fiable, constante, une présence stable sous pression. Ça sonnait comme un compliment la première fois. À la 5e année, ça ressemblait à un plafond. Fiable ne vous fait pas inviter au programme de développement du leadership, ni sélectionner pour des postes avancés. Fiable vous garde dans le garage des véhicules ou à l'arrière de la formation. J'ai poussé quand même. J'ai postulé pour des écoles, demandé des déploiements qui me mettaient à l'épreuve. Mes papiers étaient impeccables, ma conduite irréprochable. Pourtant, quelqu'un d'autre semblait toujours obtenir le feu vert. Une nuit, après un dîner familial où j'avais à peine parlé, mon père m'a pris à part dans le garage. La lumière au-dessus bourdonnait. Il me regardait comme un chef d'équipe vérifiant son soldat le moins problématique. « Tu es bonne, Eleanor, mais tu n'es pas sur la voie du commandement. » Sa voix ne tremblait pas, ne fléchissait pas, comme s'il avait fait la paix avec cette vérité il y a longtemps. Je n'ai pas argumenté, je suis restée là, les mains dans le dos, à fixer les taches d'huile sur le béton. À l'intérieur, Dana et Ryan riaient. J'entendais le tintement de la glace dans les verres, l'odeur de steak grillé encore dans l'air. J'ai hoché la tête. Reçu. Mon commandant, de retour à la base, je me suis jetée dans le travail. Première arrivée, dernière partie. J'ai pris l'écart que personne ne voulait. J'ai géré la logistique comme une machine. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un le remarque. Mais tard la nuit, quand les baraquements se taisaient et que les lumières fluorescentes bourdonnaient bas, je me demandais si ça en valait la peine, si rester signifiait quelque chose quand le plafond ne bougeait jamais, si peut-être mon père avait raison. Je ne voulais pas de gloire, je n'avais pas besoin de discours, je voulais juste compter, être vue pour ce que je portais, et comment je le portais. Il y avait des matins où je fixais le miroir, bottes lacées, col impeccable, et me demandais combien de temps je pouvais continuer à me présenter comme ça. La réponse était toujours la même, juste un jour de plus. Puis un de plus après ça. Le sergent Smith ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, les gens écoutaient. C'était le genre de sous-officier dont les bottes avaient vu plus de terrain que la carrière entière de la plupart des officiers. Plus âgé que moi d'une décennie, calme de cette façon qui vient d'avoir vu trop de choses, et de ne s'en vanter d'aucune. Il avait été avec moi lors de mon 2e déploiement dans la province de Helmand. Nous travaillions de longues heures côte à côte, à gérer les convois, à maintenir la liste serrée, à réparer l'équipement avec du ruban adhésif et de la pure volonté. Il y avait des nuits où la chaleur rendait tout le monde irritable. Mais Smith ne haussait jamais la voix, sauf si ça comptait. Il me passait du café tiède sans un mot et frappait 3 fois à ma porte avant les contrôles du matin. Je ne demandais pas de nouvelles de sa vie à la maison, et il ne me posait jamais de questions sur la mienne. Mais il y avait une sorte de confiance entre nous qui n'avait pas besoin d'être dite. Je ne savais pas qu'il tenait des registres. Rapport après action. Déclaration de troupes subalternes. Même des notes griffonnées dans un carnet vert sur la nuit où nous avons évacué 3 blessés d'un véhicule en feu sous le feu ennemi. J'avais écrit les noms dans mon carnet. Lui avait écrit l'histoire. Quand nous sommes rentrés aux États-Unis, il a été envoyé à Fort Benning. Je suis restée à Carson. J'ai pris un poste de bureau qui ressemblait plus à un exil qu'à un devoir. Je pensais que notre temps ensemble était fini, mais Smith avait d'autres idées, sans me le dire. Il a commencé à assembler un dossier. Il a retrouvé des témoins, tapé des rapports et soumis des formulaires par des canaux discrets. Il connaissait le système, savait comment le garder secret, jusqu'à ce que ça compte. Je n'ai rien vu de tout ça, ni les emails, ni les signatures, ni les citations. Je continuais juste à me présenter, à remplir les emplois du temps, à enseigner aux nouvelles recrues comment faire une inspection impeccable, même uniforme, même silence. Ce que je ne savais pas, c'était que quelqu'un observait, quelqu'un qui savait à quoi ressemblait le leadership quand personne n'applaudissait, quelqu'un qui m'avait vu tenir la ligne longtemps après qu'il aurait été plus facile de lâcher. Smith n'a jamais demandé de remerciements. Il n'a pas laissé de notes, mais des mois plus tard,
quand tout a changé. J'ai appris que derrière les papiers et les mots polis, il y avait un homme qui se souvenait de chaque pas que j'avais fait quand personne d'autre ne le faisait. Le coup à ma porte est venu juste après 7 heures. Je pensais que c'était une autre mise à jour sur le calendrier d'entraînement, peut-être une question sur le parc de véhicules. Au lieu de ça, c'était le capitaine Davis, mon commandant, debout là avec une enveloppe en craft à la main et un regard étrange dans les yeux. Il ne s'est pas assis. Il l'a juste tendu et a dit mon nom d'un ton neutre, comme s'il ne voulait pas faire basculer le moment trop dans une direction ou une autre. J'ai pris l'enveloppe sans un mot et attendu. La pièce semblait trop petite, la lumière trop vive. Davis a hoché la tête une fois, puis est parti. À l'intérieur, il y avait 2 pages. La première était rigide avec un sceau en relief, le genre qu'il n'utilise que pour les ordres officiels signés en haut, la médaille de commendation de la marine et du corps des Marines, une promotion au grade de major, effective immédiatement. La deuxième page listait qui présenterait la récompense, nom, grade, titre de poste. Mes yeux l'ont scanné 2 fois avant que ça atterrisse. Colonel Richard Morales, l'officier président, mon père. Je me suis adossée à la chaise, mon pouls battait dans mes oreilles. J'ai fixé les mots en les sommant de changer, mais ils ne l'ont pas fait. L'encre tenait bon. Il devrait se tenir au podium et lire mon nom? Pas parce qu'il le voulait, pas parce qu'il l'avait choisi, parce que les papiers étaient passés et que la chaîne de commandement ne lui laissait aucune issue. Je n'étais pas sûre de ce que je ressentais au début. Pas de point victorieux, pas de sourire, juste la réalisation lente que quelque chose avait bougé, que tous ces jours passés en silence, toutes ces nuits enterrées dans des listes et de l'équipement cassé, avaient laissé une marque que quelqu'un ne pouvait enfin plus ignorer. J'imaginais son visage quand il verrait le nom, la pose, le souffle, la façon dont l'air se coincerait au fond de sa gorge quand ça le frapperait enfin. Ça me faisait presque de la peine pour lui. Presque. J'ai rangé l'enveloppe dans mon tiroir, l'ai fermée doucement et posé mes mains sur le bord du bureau. Pour la première fois depuis des années, je ressentais quelque chose proche de l'équilibre. Pas de vengeance, pas de vantardise, juste l'attente. Enfin revenue à sa place légitime, je me suis glissée dans le théâtre 15 minutes en avance, et j'ai pris un siège à mi-chemin en arrière, côté droit de l'allée. Personne ne m'a remarqué. Ils étaient trop occupés à ajuster leurs médailles, à chuchoter sur les programmes, et à calmer les enfants avec des jus de fruits et des regards fermes. L'air sentait la cire pour sol et trop de parfum, le mélange de nerfs et de cérémonie. La pièce était parée pour la fierté, drapeau en couleurs vives, rangée de chaises droites et impitoyables. Devant, la scène brillait sous des lumières crues, le podium centré comme une chaire. Derrière, les galonnés rassemblés en rang net, chaussures cirées plantées, épaules carrées. Je l'ai vu avant qu'il me voie. Mon père se tenait juste hors scène, mains croisées dans le dos, en train de parler à un officier subalterne. Il avait l'air à l'aise. Préparé? Comme si rien de cette journée ne pouvait le surprendre. Dana était assise au 3e rang, son chemisier impeccable, son sourire déjà épinglé en place, Ryan à côté d'elle, posture fière mais décontractée, comme un garçon élevé pour s'attendre au projecteur. Son nom était imprimé 2 fois dans le programme, le mien n'y figurait pas du tout. La cérémonie a commencé avec les couleurs et l'hymne, bots frappant en rythme, voix accrochant le plafond bas. Je n'ai pas chanté, je me suis juste contentée de respirer, de compter les secondes entre les couplets, de laisser mon cœur ralentir à quelque chose de gérable. Quand mon père est monté au podium, tout dans la pièce s'est tendu. Il a pris le dossier à 2 mains, hochant la tête vers le maître de cérémonie. Ses doigts bougeaient par habitude musculaire. Ouvrir le sceau, trouver la page, prononcer les lignes. Puis c'est arrivé, il a baissé les yeux et son corps s'est raidi, sa main s'est arrêtée, a grippé le bord du dossier, juste un peu trop fort. Le silence s'est étiré. Pas longtemps, juste assez pour que chaque oreille entraînée dans la pièce enregistre que quelque chose avait mal tourné. Il a cligné des yeux, 1 fois, 2 fois, la page ne changeait pas. Ses yeux l'ont rescanné, plus lentement maintenant, comme si les lettres pouvaient se réarranger en quelque chose de plus acceptable. Elles ne l'ont pas fait. Quelqu'un s'est éclairci la gorge au 2e rang. Dana a bougé. Ryan s'est redressé, comme s'il s'attendait à être appelé ensuite. Mais mon père n'a rien dit. Puis, à peine au-dessus d'un murmure, il a articulé les mots. J'ai vu ses lèvres bouger, pas de son parvenu au micro. Quand il a parlé à nouveau,
C'était juste assez fort pour porter 3 mots. Tendus. Avec incrédulité. Vous devez plaisanter? Murmura l'auditoire. Une vague à travers les uniformes repassés et les programmes pliés. Des têtes se sont tournées. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé les yeux sur le podium. Dos droit, mentons levés. J'avais attendu 13 ans pour ce silence précis. Il a réessayé, cette fois avec moins de force. Sa voix s'est brisée au bord. Le nom a quitté sa bouche comme une pierre lancée en montée. Capitaine Elena Morales. Une pause. Inspiration brusque. Puis rien. Pas d'applaudissements, pas de mouvement. Juste le poids d'une centaine de personnes réalisant ce qu'il venait de dire. Et moi, au milieu du rang, fiable comme toujours. Je me suis levée lentement. Mes genoux n'ont pas tremblé. J'avais marché à travers pire qu'une pièce silencieuse pleine de gens qui ne s'attendaient jamais à entendre mon nom. Les allées semblaient plus longues que dans mon souvenir. Tapis étouffant chaque pas. J'ai gardé les yeux en avant, mâchoire verrouillée, souffle mesuré. Derrière moi, des chaises grinçaient alors que des têtes se tournaient, incertaines si elles devaient applaudir. Incertaines de ce que ça signifiait, des éclairs d'un appareil photo illuminaient l'espace par saccades. Blanc contre le bleu marine et les galons. J'ai vu le visage de Dana se figer à mi-expression. Ryan a regardé le sol. Mon père s'est redressé, yeux de retour sur la page, voix tendue et coupante. Il ne m'a pas regardé quand j'ai atteint la scène. Il a juste fait un geste vers l'endroit où je devais me placer, comme si j'étais n'importe quel autre officier. Pas sa fille. Sa main bougeait par routine, épinglant le métal à mon uniforme sans toucher la peau, juste métal contre tissu. Du fond de la salle, quelqu'un a commencé à applaudir, lent, ferme. Le son de vieille paume avec rien à prouver. Les vétérans de la VFW s'étaient levés. Leurs applaudissements ont brisé le sort. Les marines sont suivies. Pas fort, pas sauvage, juste honnête. Le genre de son qui signifie quelque chose. Parce qu'il venait sans instruction, je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Mon nom avait été prononcé, et il était resté dans l'air, comme quelque chose gravé dans la pierre. Je l'avais mérité, sans raccourci, sans gros titre. En faisant face à la pièce, j'ai aperçu le sergent Smith près du fond. Il n'applaudissait pas. Il a juste hoché la tête une fois, comme s'il savait que le travail avait enfin atterri là où il appartenait. Mon père s'est écarté. Pas de poignée de main, pas de mots en plus. Juste un changement de posture qui disait que le moment était fini. Mais pour moi, il ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la base avait exactement la même allure. Le drapeau se levait à l'aube. L'air gardait encore cette morsure aiguisée d'huile de moteur et de poussière. Pas de défilé, pas de discours, juste la routine. Je me suis présentée tôt, comme toujours. J'ai vérifié le journal du garage des véhicules. J'ai signé les fournitures. J'ai répondu à 2 questions sur un retard de pièces. Ma boîte de réception était pleine des mêmes mots de tête qu'il y avait toujours. Rien n'avait changé. Pas sur le papier, mais en traversant le parking vers le bureau, quelque chose a bougé dans le silence. Un caporal que je connaissais à peine a hoché la tête une fois en me croisant. Un sergent-chef que j'avais formé 3 ans plus tôt a redressé sa posture juste un peu quand je l'ai regardé. Personne n'a dit félicitations. Ce n'était pas comme ça que ce monde fonctionnait. Mais les regards s'attardaient plus longtemps. Les visages s'adoucissaient. Ce n'était pas dramatique. C'était quelque chose de plus discret, de la reconnaissance, sans fanfare. Plus tard ce jour-là, je suis passée près de l'aile administrative et j'ai vu mon père dans son bureau. Il ne m'a pas fait signe d'entrer, mais il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés une seconde. Cette seconde en disait plus que n'importe quelle médaille. Il n'a pas souri, mais il n'a pas détourné les yeux. Il a levé son café dans ma direction, juste quelques centimètres du bureau. J'ai répondu d'un hochement de tête et continué à marcher. Nous n'avions pas besoin de parler. C'était suffisant. Juste avant d'atteindre la fin du couloir, j'ai entendu des bottes derrière moi. Je me suis retournée au moment où l'un des jeunes Marines d'une autre unité ralentissait son pas. Nous n'avions jamais parlé. Je n'étais même pas sûre qu'il connaissait mon nom 1 semaine plus tôt. Mais en passant, il m'a regardé dans les yeux et m'a rendu un salut net et silencieux. Je l'ai rendu, pas de mots, pas de réaction, juste de l'habitude musculaire, propre et solide. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est un peu fissuré. Pas de douleur, de libération. Ce salut en disait plus que mon père n'en avait jamais dit. Il disait qu'il m'avait vu avant le podium, avant la médaille. Tout ce que je faisais, c'était le travail. Le respect n'est pas donné, pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose dans quoi on est ou qu'on reçoit par le grade.
On le gagne de la même façon qu'on gagne tout ce qui dure, discrètement, répétitivement, jour après jour. Alors je suis retournée au travail. Même bottes, même col, même rythme. Mais quelque chose dans le sol semblait différent sous mes pieds.